Si un mec qui vient ici, ou une meuf qui vient ici, et qui dit, moi c'est une pizza soit de la mer, soit ananas, pour moi tout de suite tu te lèves, et là Salut Pio, on a plein de questions à te poser, certaines plus légères et d'autres plus sérieuses. D'accord. T'es prêt, on y va? Fantastique. Moi, je voudrais commencer par rapport à ton nouveau film, L'attachement, qui, moi, est un film qui m'a bouleversé. C'est pas un film que triste, mais c'est un film qui, moi, m'a fait pleurer plusieurs fois. Et j'avais une question. Est-ce que tu as déjà pleuré en lisant un scénario ou quelle a été, toi, la sensation, l'émotion que tu as ressentie en lisant celui-là? J'ai pas été ému au point de pleurer, je dirais, quand j'ai lu ce scénario-là particulièrement. Ça m'est arrivé récemment, je pense plus au film que je vais faire après, un film de Pierre Salvadori. Okay. Parce que ça... il faisait écho à des moments de ma vie peut-être plus intimes où je me suis senti plus touché. Je pense qu'il y a dans la narration, il y a quelque chose qui m'emportait plus de manière, je dirais, intimement. Mais là, dans ce film-là, dans l'attachement, j'étais plus attaché en fait à essayer déjà de me rendre compte, parce que je suis pas un très bon lecteur de scénario, dans le sens où j'ai pas toujours une vision objective du film. J'essaie de l'avoir au maximum, mais la construction intellectuelle pour moi elle est un peu délicate à des moments. Mais là j'essayais déjà de cerner un petit peu les parcours de manière un peu objective des personnages qui traversent ce film. Mais il est vrai que je sentais quand même qu'il y avait pas un potentiel, mais je sentais quand même qu'il y avait qu'on allait traverser, en tout cas particulièrement le personnage que je joue, des moments très très durs. Donc je me doutais que voilà, il fallait que je convoque une émotion personnelle, si tu veux, au moment où j'allais la tourner. Mais à la lecture, je me suis pas forcément rendu compte de ce que ça allait dégager, je dirais. Je pense qu'il y a des gens qui sont tout à fait capables, tu sais, d'avoir une sorte d'objectivité sur ce qu'ils vont traverser après. Mais moi, malheureusement, je n'ai pas encore ce super pouvoir. Du coup, quand tu lis un scénario, c'est quoi? Tu lis d'abord en entier juste pour voir l'histoire, ensuite tu te concentres sur les dialogues ou... Moi, déjà, je prends le temps. C'est-à-dire que je lis jamais un scénario en 3 fois, ou 3 ou 4 fois. Je bloque toujours 2 heures, 2 ou 3 heures, comme ça, je sais que je pourrais aller au bout. Et je pense uniquement, pas du tout à ce que je vais jouer, mais vraiment au travail en soi, en fait, au mouvement du truc, au mouvement du film. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de bouteille, je dirais, ou d'épaisseur, ou de regard un peu plus professionnel sur les propositions. Mais en fait, c'est toujours tellement différent. Tu vois, il y a des mouvements de trucs, je reçois de la part des d'artistes qui sont et des cinéastes qui sont tellement singuliers à chaque fois que j'essaie de me projeter dans les trucs musicaux, dans des choses que je peux ressentir. Et parfois c'est très opaque, parce que tu vois, il y a des scénarios. Là, j'ai fait un film de Cardona, par exemple, Vincent Cardona, qui est un film avec des espèces d'allers-retours dans des trucs temporels, tu vois, et en même temps c'est dans une sorte de huis clos. Et j'avais du mal à me projeter dans ce qu'on allait jouer. Et en fait, le fait de voir son travail en amont, il avait fait un film qui s'appelait La Magnétique, où je me suis rendu compte de sa temporalité, de son regard sur le cinéma, de comment est-ce qu'il construisait narrativement et dramaturgiquement un film. Et je me suis dit, tiens, en connaissant son travail que j'avais vu auparavant, j'ai pu avoir une lecture plus aboutie et plus juste du projet qu'il m'a proposé. Donc à chaque fois, en fait, j'essaie d'adapter. Pardon pour la réponse qui est interminable, mais j'essaie toujours de m'adapter aussi à la personne qui me l'envoie. Voilà. Okay. Mais je prends toujours ça comme des espèces d'œuvres, quoi. Je me dis, c'est énormément de travail qu'on m'envoie, et j'essaie de le respecter au maximum. Et justement, je disais, lire un scénario, c'est comme lire une pièce de théâtre. Toi, t'as commencé un peu par le théâtre, justement. Ouais. J'avais une question par rapport à ça. Est-ce que le jeu théâtral, le fait de jouer sur scène, qui est quand même un jeu qui est vraiment différent de ce qu'on peut faire devant une caméra, est-ce que c'est encore un truc qui te suit un peu? Est-ce qu'il y a des restes de ça dans ce que tu peux proposer aujourd'hui? Alors moi, je trouve pas ça si différent. C'est vrai? Je pars du principe qu'à partir du moment où c'est incarné, où en fait on incarne le personnage qu'on joue, si tu veux, ou la scène est incarnée avec des partenaires, qu'on soit dans un endroit d'excès dans la proposition ou pas, ça m'est complètement égal. Le naturalisme, en fait, moi, m'a jamais intéressé. Les gens qui le trouvaient une espèce de justesse, ça n'a pas vraiment de sens. Enfin, d'accord. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir des gens au fond qui n'ont même pas peur de rater, d'être un peu à côté de la plaque, ou qui sont peut-être un peu excessifs. Je suis plus sensible à ce type de proposition en tant que public, d'ailleurs, même quand je joue avec des partenaires, plutôt que quelque chose d'attendu et de conventionnel. Voilà, pour moi, ça c'est une première chose. En revanche, ce que ça m'a appris, je pense, de travailler au théâtre, c'est d'avoir une formation à l'École nationale de Saint-Étienne. Je me permets de la glisser parce que c'est quand même j'ai eu la chance de faire cette école, elle est assez fantastique.
Ça m'a appris surtout en fait le travail collectif avec les gens, parce que que ce soit au théâtre ou au cinéma, la seule chose qui compte à un moment, effectivement que les enjeux sont pas forcément les mêmes de finance ou je sais pas quoi, mais on s'en fout de ça. Mais il faut quand même que tu interagisses avec quelqu'un, c'est ce qui fera toujours la différence entre. Enfin, c'est ce qui fait que là, par exemple, ça me paraît plus vivant quand on se parle tous les deux que si je matais la caméra et que je débitais un peu l'histoire de ma vie dont tout le monde se fout en fait. Tu vois, c'est important, c'est un peu plus vivant quand il y a un endroit de débat. Et c'est la même chose en fait quand on travaille. Il faut travailler avec l'autre. Cette formation-là m'a permis en fait de pas avoir peur de rater, de me dire j'ai le temps en fait d'expérimenter des choses, de travailler sur des textes que je vais pas forcément jouer, et peut-être que oui ça crée un jeu qui est peut-être un peu plus empoulé à certains moments, mais au fond c'est la même chose, c'est le même travail. Et moi je reste toujours attentif à ça. Je pense que même en tant qu'acteur ou actrice, il faut pas avoir peur d'être un peu à côté de la plaque, enfin en tout cas d'être un peu ridicule, c'est pas grave. C'est quand même cool de voir des gens qui sont un peu ridicules. Enfin, moi, je trouve ça agréable. J'aime bien ça. Moi, ça me prennent le risque, en fait. Ouais, c'est ça. Et qui se disent, bon, bah, ça va être un peu claqué, mais bon, au moins, je vais tenter le coup, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je préfère ça, moi. On a interviewé Camille Cotin il y a quelques semaines et je lui posais je vais la voir ce soir au théâtre. Parenthèse. Il paraît que c'est très bien. Sa pièce, je l'ai pas encore vue. Fantastique. Je lui posais la question de les trucs qui peuvent aider à apprendre le texte. Elle disait qu'elle avait besoin de lire le texte en marchant. Et que. Mais c'est jamais blessé en faisant ça ou c'est? Je sais pas. Mais en tout cas, il y a ce truc de marcher, de répéter, etc. Toi, est-ce que tu as un truc qui t'aide à retenir? Je travaille toujours avec la même personne en amont des tournages. D'accord. Je travaille avec une répétitrice purement technique. C'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir un mois de connaissance du texte avant de commencer à travailler, parce que ça m'angoisse de me retrouver sur un plateau sans savoir exactement ce que je vais jouer. On a l'impression que je suis quelqu'un d'assez farfelu, volubile ou ce que tu veux, et que comme si d'un coup une espèce d'éclair de génie allait faire que ce que je vais dire va être dingue. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. Il faut énormément travailler en amont. Ouais. Quand je repense à Yannick, par exemple, le travail que ça m'a demandé parce qu'on n'avait pas non plus le temps de filmer ce film de manière. Vous l'avez filmé en une semaine. Il faut travailler beaucoup en amont pour en fait avoir je pense une sorte de trajectoire intellectuelle, une sorte de fil rouge qui te permettra en fait d'oublier ce que tu fabriques au moment où tu le fabriques. C'est un peu con ce que je dis, mais c'est vrai. Et au fond, de pas se soucier en fait de ce qu'on est en train de travailler dans la séquence, mais en fait essayer de jouer le film en entier quand tu joues une séquence. C'est un peu abstrait ce que je raconte, mais je pense que quand j'ai une connaissance un peu plus approfondie de ce que je joue en amont et ce que je vais jouer après, quelque part la séquence que je joue au moment où je la joue, elle va être très différente que si je découvre quelque chose. Après, c'est un parti pris différent. Il y a peut-être des cinéastes qui préfèrent travailler avec des gens qui découvrent, tu vois. Il y a des mecs qui bossent comme ça, où ils te donnent le texte ou la même veille. Qui te donnent pas texte en disant tu improvises. Exactement. Alors moi, j'ai jamais travaillé avec des gens qui me proposaient un travail comme ça, mais quand j'ai travaillé avec Thierry de Peretti sur Enquête sur un scandale d'État, en fait, on faisait des plans séquences très très longs. C'est un film, il y a à peu près 153 séquences, et en gros, il y a 147 plans séquences, quoi. Et on faisait, en fait, si tu veux, avant de commencer la séquence, on avait entre 2 et 10 minutes d'improvisation collective, et on savait qu'à un moment, au bout de ce temps-là, donc déjà, pendant 10 minutes, il y a des moments où je ne participais même pas. Quand j'étais journaliste, j'observais des mecs qui étaient en train de faire un comité de rédaction à Libération, ouais. Et je savais qu'au bout de 10 minutes, donc t'as quand même 40 pélos qui parlent, et il fallait que je parle pendant 10 minutes du trafic de stupes international, avec des tonnages précis, des villes, des pays, des machins, des blases, des noms. J'étais avec Manenti, avec Alexis Manenti, ouais. Et je me rappelle, on se chiait dessus, hein, c'est-à-dire qu'on était comme ça, on se dit, mais dans 10 minutes, et les gens parlent, et tu dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Et dans 10 minutes, il va falloir que je reprenne la parole pendant 10 minutes, sans qu'on te coupe, sans rien, parce que tu sais que si tu merdes, tu reprends depuis le début, depuis les 10 minutes avant que tu commences à parler. Et je pense que c'est une des fois vraiment où j'ai le plus flippé, parce que là on n'était pas dans, c'était tellement précis, il fallait tellement être proche des chiffres réels, si tu veux, qu'on avait récupéré, enfin c'était une enquête assez longue, assez approfondie. Sur la magistrature, sur le trafic de stupes, ces trucs tentaculaires, tu vois, les mots que j'utilise aujourd'hui, tentaculaires, enfin tu vois, c'était quand même opaque, quoi. Ouais. Et donc ça, c'était une matière de travail vraiment que j'ai vu qu'une seule fois avec Thierry de Peretti. Et ce qui fait qu'à mon avis, les 2 minutes ou les 4 minutes que tu chopes au milieu de 10 minutes d'impro, elles vont être très différentes que si on te dit action et vas-y joue là. Mais voilà, moi j'ai toujours cru au texte. Hein. Okay, je suis pas, j'aime bien raconter des conneries, enfin ce que tu veux dans le cadre de d'échanges. Mais dans mon travail, si tu me dis vas-y fais quelque chose de génial, enfin je défie quiconque, à part peut-être Jésus, hein, mais bon il n'est plus là. Mais je sais pas, mais dans l'absolu, c'est très compliqué d'être brillant comme ça d'une manière. Moi je ne sais pas faire. Bah toi t'as bossé avec un acteur dont c'est la réputation de pouvoir faire ça, c'est Jonathan Cohen. Oui, Jonathan, il a la réputation de pouvoir justement faire beaucoup d'impro, voire que ça. Ce qui était très agréable avec Jonathan, c'est que on rentrait quand même d'abord ce qui était écrit. Tu vois, précisément parce que c'était dans le cadre du travail avec Nakache et Toledano, donc on rentrait quand même ce qui était déjà écrit, et après on s'autorisait. Et ça c'est agréable aussi parce que c'est pour ça que c'est un très bon partenaire, un très bon camarade. C'est que une fois qu'on avait rentré ça, on se dit voilà, est-ce qu'on n'essaierait pas une prise plus
plus rock'n'roll, plus rock'n'roll, ça n'a pas de sens de dire ça, mais tu vois un peu plus libéré du texte, des convenances, tout en restant dans la narration. Dans ce qui sont les personnages et tout. Mais de trouver un autre truc, et des fois ça marchait, des fois c'était nul à chier. C'est ça qui est aussi bien, parce que du coup on parlait de prise de risque, de trucs, enfin tu vois, où tu sors un peu des chemins, quoi. Et oui, je me rappelle ça parce qu'en fait, très souvent, c'était un peu claqué ce qu'on faisait. Et donc on se regardait quand même, on disait, on a encore perdu 10 minutes à faire un truc claqué. Mais au moins, tu vois, on avait proposé ce truc, quoi. Parce qu'effectivement, oui, Jonathan a une force de proposition assez dingue, mais c'est normal, c'est pas toujours fantastique. Mais bon, quand tu le partages ensemble, il y a un sens de l'humour assez fou. C'est quand même assez délicieux. Très bien. Je change un peu de sujet. Question plus légère, mais que je pose un peu à chaque fois dans le cadre de ces entretiens. Est-ce qu'il y a un film culte que tu n'as toujours pas vu? Attention, il n'y a pas de honte, on a chacun sa cinéphilie, c'est ok, tu vois. Moi, j'en ai plein, à titre perso. Est-ce qu'il y a un film culte que tu n'as toujours pas vu? Voire, est-ce que tu as déjà menti en disant que tu l'avais vu? Alors, attends, je t'ai déjà dit, je crois, il me semble, j'ai menti pendant des années sur Whiplash. Je crois que je l'ai déjà raconté. Alors, j'ai menti pendant des années, je sais que ça vous fait marrer, mais en fait, quand Whiplash est sorti, tout le monde disait, mais Whiplash, putain, quand même, c'est quelque chose, quoi. Et moi, j'étais là au début, dans ces moments-là où tout le monde tient un verre et personne n'a rien à se raconter, quoi. Et je me rappelle des gens qui disaient, quand même, la fin, putain, qu'est-ce qu'elle est dure et tout. Et donc, j'écoutais ça, tu vois, je prenais j'emmagasinais, et au bout de 3 semaines où tout le monde m'en parlait, tu vois. On m'a dit, tu l'as vu? J'ai dit, ouais, putain, j'ai vu, ouais. J'ai dit, bah, par contre, la fin, quand même. Oh, quelle histoire, quoi. Et dans l'approbation, quand je voyais le regard des gens qui disaient, ouais, il l'a vu, il est d'accord avec nous. Il sait. Ouais, il sait. Et en fait, j'avais juste l'image d'un mec qui disait, tu vois ce que je veux dire, avec un type qui disait, joue plus fort, joue plus vite. Mais je savais pas du tout de quoi il était question, tu vois. Et surtout pas la fin. D'ailleurs, tu sais quoi? Et donc, j'ai vu le film, évidemment. Voilà, ce que j'allais dire. Parce qu'une fois que la hype était tombée et tout le monde l'avait vu et tout le monde avait parlé pendant 6 mois autour d'un gobelet en plastique, les gens sont passés à autre chose. Et donc, je l'ai vu après. Et effectivement, je trouve que la fin est pas évidente. Et voilà, elle est un peu dure. Mais donc j'ai pipoté sur ce film. Ouais, pendant des années, j'ai beaucoup pipoté. Après, j'ai vu des tonnes. Moi, c'est plus avec les bouquins. Si je suis honnête, c'est plus les bouquins où vraiment. Enfin, les films aussi. Je crois que j'ai beaucoup. Enfin, aujourd'hui, quand j'ai pas vu, je préfère faire. Tu vois, je fais comme ça. Je dis ouais, ouais. Ou tu vois, quand je sens que c'est un titre un peu triste, je vais dire ouais, tu vois, quand même. Comme ça. Et quand je sens que c'est un peu drôle, bah, je ne suis pas un cinéphile. Je suis pas vraiment un cinéphile, hein. C'est pas, j'apprends, quoi. Mais il y a plein de films de Claude Sauté, j'ai pipoté quand on m'a dit Claude Sauté, je dis ouais, quand même. Ouais, après c'est une époque, tu vois, c'est une époque aussi, donc bon, j'essaie de meubler, mais effectivement, je suis pas, voilà, c'est pas. Mais en vrai, ça s'assume aussi de se dire, j'ai pas encore maté. Mais au moins j'aime bien aussi mentir, hein. Je le dis. Dans ce cadre-là, j'aime bien raconter j'aime bien pipoter, ouais. Un peu pipoter, ouais. Et puis j'ai pas envie parfois, mais un peu moins maintenant. Avant, j'avais peur de me sentir ridicule avec des gens qui étaient plus cultivés. Enfin, qui voulaient me faire comprendre qu'ils étaient plus cultivés que moi, et que c'était complètement con. Pas les gens, hein, mais je veux dire cette attitude en général, si tu veux, d'étalement un peu de la connaissance comme ça, un peu factuel. Mais non, aujourd'hui ça va mieux. Mais j'aime bien toujours un peu pipoter, quoi. Donc la prochaine fois que tu nous parles d'un film, j'essaierai de savoir si tu l'as vraiment vu. Mais maintenant je t'en ai parlé, je pense que tu verras. C'est vrai. Tu le sentiras si je pipote. Okay. Pour préparer l'interview, là, je me refaisais un peu ta carrière. T'as quand même bossé avec des très grands noms. Je parle derrière la caméra, hein, mais Chabat, Audrey Diwan, Dupieux, Clapiche, Corsini, etc., etc. Qui t'a au final le plus appris sur ton métier? Je pense que c'est Pierre Savadori, quand j'ai fait En Liberté avec lui. On avait déjà fait un film ensemble qui s'appelait Dans la cour, où je l'avais rencontré, je jouais le rôle d'un héroïnomane footballeur qui s'était cassé le genou, comme par hasard, tiens. En fait, j'ai le tibia cassé, c'est pour ça que je parle de ça, mais ça ne se voit pas, non? Anyway, je voulais travailler avec lui parce que j'avais vu ses films et parce que je pense que ensemble on a un peu une énergie qui fonctionne de pair. Enfin, en tout cas, c'est comme le kérosène et l'allumette, quoi. Il y a un truc quand on est ensemble, c'est un peu explosif, quoi. Et moi, j'ai toujours été sensible à ça, à la rencontre et à l'énergie collective. Et on fait ce film ensemble et je me rendais bien compte que j'avais encore des vieux réflexes d'acteurs un peu jeunes où plutôt que de jouer la langue, je jouais en fait l'artifice, l'accessoire. Tu vois, j'essayais toujours de faire des trucs un peu naturalistes. On en revient à ce truc-là. Je prenais une bière et j'essayais d'ouvrir des trucs pour rendre un peu plus entendable un monologue qui était magnifique. Et à un moment, il m'a dit Pio, arrête de jouer l'accessoire. Dis juste ce que j'ai écrit. Tu vois. Parle-lui, regarde la personne qui en passe. Et en fait, j'étais tellement désarçonné parce que c'est comme ça que j'ai été formé aussi à l'école, tu vois. Et je me suis dit, mais en fait, c'était des réflexes que j'avais pris ou que je pensais être bon parce que je voyais des films un peu comme ça où les types sont là, ils font 50 000 trucs en même temps et du coup, au fond, tout devient du bavardage.
Tu comprends? Il y a l'écriture et la langue qui peut être même poétique à des moments, elle devient entendable et en fait, finalement, elle devient aussi anecdotique que si je te disais passe-moi le sel ou tiens, ou je vais acheter un Big Mac, tu vois. Alors qu'au fond, on parle de trucs profonds, quoi. Et même dans la langue, dans la poésie, ça peut être très écrit. Et c'est le cas d'ailleurs du film de Pierre, de son cinéma. Donc déjà, j'étais un peu désarçonné. Je me suis dit quand même, ça m'intrigue, ce qu'il me dit, ça me touche. Et après, quand on a fait En Liberté. Ouais, là, il y avait quand même, c'était peut-être aussi un bon moment de ma vie. Peut-être que j'arrivais sur mes 30 ans. En fait, je savais ce que je ne voulais plus faire comme cinéma. Ouais. Pas vraiment ce que je voulais faire, mais ce que je ne voulais plus faire. Et puis après, c'est un truc humain. Et puis, je sais pas, il m'a tellement, enfin, surtout, c'est là que j'ai découvert quelqu'un, non pas que les autres, sont en dessous, ça n'a rien à voir. Mais quelqu'un qui réfléchissait profondément sur sa manière de narrer à l'image un récit. Où le cadre et l'endroit où il pose sa caméra, et c'est quelque chose, je sais pas, que j'ai découvert avec lui, où je me suis dit, ouais, ça a vraiment du sens. Ça n'est pas que filmer des gens qui se parlent, il essayait de raconter quelque chose avec ses plans. Et je suis en train de penser à ce que je dis, et je me dis, non, c'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. Si t'as appris, ouais, c'est ça. Et pas tant, enfin, sur mon métier d'acteur, et aussi sur le travail qu'on fabrique sur un plateau. Ouais. Ouais. Autre question, peut-être un peu plus dure. T'as fait un film, vous voyez l'image, ça? C'est comme un truc d'esprit, non? C'est comme si un esprit s'était emparé du... C'est un peu relou, mais... C'est parce qu'on vient de parler de Pierre Savadori ou quoi? C'est qu'il y a un truc à... Ah, ça va, c'est vrai. Il y a 5 ans, t'as joué dans un film que moi j'aime beaucoup, qui est Comment je suis devenu un super-héros. Ouais. Qui est une production Netflix. Oui. Pendant un long moment, on a entendu beaucoup de choses sur les plateformes, qu'elles allaient tuer le cinéma, qu'elles allaient achever le 7e art, etc. On est en 2025, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça a été le cas? Est-ce que c'est encore le cas ou pas? Non, pas du tout. Je pense que c'est une autre manière de raconter des histoires, c'est un autre système de financement, c'est une autre manière de diffuser. Ouais. Mais je pense que c'était légitime aussi à un moment de se poser la question, quand on travaille dans le cinéma, de se dire, les mecs arrivent, ils ont une force de frappe financière importante, il y a un vivier de création, il y a forcément aussi un attrait à la nouveauté. Un truc d'inconnu où les gens découvraient aussi ce type de plateforme, aussi avec des catalogues de films, tu vois, énormes. T'es chez toi, tu as envie de pisser, tu peux y aller, tu veux manger des pop-corn, ce que tu veux, n'importe quoi, tu peux le faire. Donc il y avait à la fois, et donc je pense que plein de gens, et d'ailleurs on l'a vu aussi, je pense, dans la fréquentation, puis après il y a eu le Covid et tout ce truc-là, on s'est dit, merde, la sensation collective d'aller voir un film, ce que ça procure de voir collectivement un travail sur un écran, va disparaître. Alors qu'au fond, je pense que l'expérience du cinéma, du spectateur de cinéma, elle changera jamais. Elle avait juste besoin de se rendre compte qu'il y a cette partie-là qui existe pour ensuite revenir à cette sensation collective qui est très importante. En fait, c'est deux directions très différentes. Et personnellement, bon après je suis acteur, je suis pas cinéaste, donc tu vois, c'est ma position très différente. Je peux travailler pour les deux et en fait je peux faire 3 films par an, un film par an, alors qu'un cinéaste ça lui demande beaucoup plus de temps. Bien sûr. Tu vois, dans l'écriture, dans le process, machin. Moi j'ai accueilli ça avec curiosité forcément parce que faut quand même enfin moi j'ai découvert ça comme tout le monde, donc j'étais quand même, je me disais mais putain c'est fou de mater des films chez moi. Enfin j'ai l'impression de parler comme si on était au ménage, mais tu vois de découvrir un truc avec ta zapette là, zapette, boomers. Et en fait, moi j'ai travaillé. Là, je viens de finir une série avec Netflix. Ouais. Et dans le process de fabrication de travail, dans l'exigence, c'était exactement la même. Elle était aussi importante que celle que j'ai eue sur les plateaux de cinéma avec des cinéastes reconnus. Et d'ailleurs, je travaille avec des cinéastes reconnus pour cette enfin reconnus, ça n'a pas de sens, mais tu vois, dont l'on installé sur cette série. Donc, je pense qu'en fait, il y a pas de guerre, il y a pas d'endroit. Non, enfin aujourd'hui c'est plus simple. J'ai l'impression que c'est plus simple. Ouais. Dans le financement, je saurais pas dire parce que c'est un peu opaque pour moi. Quand j'ai fait ce film, effectivement, Comment je suis devenu super-héros, il a été acheté par Netflix parce que effectivement c'est un film qui était, je crois c'était la Warner qui l'avait financé. Film de super-héros, le confinement. Ouais. Donc il fallait sortir le truc. Donc tu sais, tous les distributeurs avaient accumulé des films, des films qu'il fallait sortir. Il y avait beaucoup de films de super-héros. Nous, on n'arrivait pas non plus avec. Je suis pas tort, tu vois ce que je veux dire. Donc c'était quelque chose de beaucoup plus intime. Enfin, je n'estime pas. Bon, non mais oui, tu comprends ce que je veux dire. Voilà, on n'avait pas non plus le budget pour faire exploser la moitié de Stalingrad, donc on est resté un peu plus intime, quoi. Ce qui est pas grave. Et donc les gens devaient sortir leurs films sur film, et on s'est rendu compte que dans l'embouteillage, on allait se faire complètement. Enfin, ça allait être très compliqué parce que beaucoup de concurrence et Netflix arrive à ce moment-là et on rachetait le film d'ailleurs au prix du film, donc tu vois, c'était, et même de leur part je trouve que c'était
c'était ils ont pas essayé il y a pas eu d'arnaque, tu vois, ils sont pas arrivés, on disait bah voilà, on vous donne tant parce que vous n'avez pas le choix. Au contraire, c'était très respectueux. Et je me rappelle que dans la promotion, on avait évoqué ce dont tu parles, c'est-à-dire la jonction des deux, les deux univers. Et j'avais déjà le même discours à l'époque, mais bon, il était moins ressenti puisque le temps a prouvé que je pense qu'il y a de la place pour les deux, largement. Et il y a pas de guerre fraternelle. Très bien. Dans l'attachement, tu joues avec un enfant, qui joue alors ton fils, ton beau-fils, on appelle ça comme on veut, qui est interprété par César Botti, c'est ça? Oui. Comment on joue avec un enfant? Parce qu'un enfant, ça n'a pas les réflexes d'un acteur professionnel. Attention, parce qu'il y a enfant et enfant. Oui, il y a différentes tranches d'âge. Dans le film, on a joué avec des enfants qui font la taille d'une canette. Hein, donc c'est vraiment, parce que c'est comme ça. Ne vous soyez pas heurtés. C'est une question de taille. Ok, je parle de la taille pour que ce soit clair. Moi, j'ai eu mon fils dans les mains. Voilà, c'est comme ça. C'est tout petit. Donc quand tu joues avec un tout petit enfant, l'enfant ne sait même pas qu'il est en train de vivre. Donc si tu veux, la notion de jeu, si tu dis mais joue quelque chose, tu vois, non, il y a autre chose à penser. Il est juste à respirer, à manger, enfin à vivre. Quoi. Ça, je pense que de cette taille-là jusqu'à cette taille, là, un enfant ne sait même pas qu'il est séparé du corps de sa mère, donc c'est autre chose. Tu vois, là, on s'adapte totalement. On est avec lui et on essaye de faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui existe entre les deux. Passer cette taille-là, c'est que je pense, tu vois, après jusqu'à 5-6, enfin jusqu'à la préadolescence. Là, c'est là dont il est question parce que César Botti avait 5 ans et demi sur le film. 5 ans et demi, c'est jeune quand même. Tu vois, donc il faut à la fois créer du jeu, créer un truc d'intimité, créer quelque chose de l'ordre hyper ludique, et à la fois il faut lui faire comprendre qu'aussi on est sur un lieu de travail et qu'on va devoir quand même traverser des séquences ensemble, que c'est un milieu professionnel sans pour autant, si tu veux, le responsabiliser, tu vois, outre mesure. Mais il faut quand même, il y a deux énergies qu'il va falloir convoquer. Et on a eu une chance dingue parce que c'est quand même, tu sais, je pense que Karine Tardieu, elle a dû en voir 200, tu vois. 200, et elle le dit elle-même, c'est vraiment une aiguille, bon, c'est un truc consacré, mais c'est vraiment une aiguille parce que tu vois, en fait, elle a reçu une vidéo d'une amie qui venait d'Annecy, de je sais pas quoi, par hasard, donc elle est comme ça, tu fais, attendez, j'ai une vidéo, attends, quoi? Elle regarde le truc, le gamin, il a 5 ans, il fait, chante rien, tac, et là, elle se dit, putain, c'est le mec, quoi, tu vois, c'est César, quoi. Parce qu'elle a expliqué elle-même, enfin, elle le dit très justement, à la fois, il y a un truc de mignonnerie, parce qu'il faut, tu vois, c'était un bel enfant, et en plus, il avait on sentait qu'il y avait un terrain propice à un truc de jeu. Ce qui est très rare. Et en plus, il avait fait un stage de clown. Bon, ça c'est le pompon, c'est la cerise sur le pompon du gâteau. Et il se trouve que ça s'est très bien passé. Après, la journée de travail ne se passe pas du tout de la même manière quand tu travailles avec un enfant, parce que Dieu merci, tu ne peux pas faire travailler un enfant 12 heures par jour. Il y a quand même des lois qui existent. Donc il arrive sur le plateau, on fait des scènes. En fait, on commence à tourner sur lui. La caméra est sur lui. Donc là, on propose, tu vois, on fait des trucs là, on essaie de faire en sorte que ce soit entendable, enfin, que la musicalité correspond à ce qu'on veut jouer, machin. On a eu de la chance parce qu'avec César, c'était assez spontané. Ensuite, tu fais des plans larges pour essayer de raconter la situation, et ensuite, il faut faire les plans sur les acteurs. Et c'est là que ça devient compliqué. C'est que moi, j'ai beaucoup travaillé avec le premier assistant à genoux. C'est une personne de 40 ans, hein, qui était à genoux, et qui au début me parlait en changeant sa voix. Donc il me disait, papa. Et je lui dis, écoute, mec, tu vas arrêter tout de suite. Tu vas arrêter de changer ta voix. Je sais que tu n'es pas mon fils, tu es une personne de 40 ans avec des cheveux blancs qui a un genou devant moi, je me rappelle de ce que j'ai joué, si tu veux, il y a 10 minutes, donc n'en rajoute pas. Donc j'ai fait quand même beaucoup de séquences voilà, avec une personne de 40 ans qui joue mon fils, mais ça m'a pas trop gêné parce étonnamment, je pense que les séquences qui me demandaient de me plonger dans les trucs d'émotion plus intenses, on avait réussi à les rentrer avec César. Donc parce qu'il y a quand même des scènes salé, quoi. Il faut quand même que je lui annonce que sa mère est morte. Là, je l'ai pas dit à un premier assistant. J'ai eu la possibilité de le dire à l'enfant. Ça aurait été vraiment très compliqué. Il y a pas que ça, mais si tu veux, c'est comme le film, si tu veux, part sur un début qui est quand même assez sombre, en fait, qui est dur. Bien sûr. Même s'il tend vers un truc extrêmement lumineux, de la vie, de ce que tu veux, il faut quand même les rentrer, ces séquences. Et parfois, il faut les retourner. Donc, il faut que lui, il puisse recevoir cette nouvelle plusieurs fois. Enfin, il y a un truc quand même. Et c'était un excellent partenaire, parce que tu vois, que ce soit avec moi ou avec Valéria ou avec Valéria Politreski, Raphaël Quenard ou Vimana Ponce, il y a un truc, on était à 5, tu vois, on était pas, on était à 4, on était vraiment à 5. On a eu beaucoup de chance, quoi. Et puis, je sais pas si c'est la chance, mais en tout cas, il avait vraiment envie de s'amuser. Il est généreux. Et pas trop impressionné.
Mais je crois qu'un enfant de 5 ans et demi s'en fout un peu. Non, mais heureusement d'ailleurs, si t'es déjà saisi de stress quand tu rencontres des gens à 5 ans et demi, enfin, non, mais tu sais, il y a les gens, il y a la situation, il y a en fait, le bruit autour, il y a la caméra. Ouais, je comprends. Alors, mais non, parce qu'en fait, d'ailleurs, je salue ses parents parce que après c'est un autre truc justement. J'allais y venir pour les enfants un peu plus âgés. À des moments, ça m'est arrivé. C'est rare, mais ça existe des enfants acteurs qui jouent un peu aussi être acteurs. Ouais. Tu sais, parce que tu sens que les parents derrière sont un peu pushy, tu vois, où il y a un truc. Et c'est pas de leur faute, mais ils sont plus acteurs que les acteurs qui sont déjà là. C'est très très rare, mais ça m'est déjà arrivé. Alors un enfant de 5 ans et demi, il peut être un peu, il est plus effectivement impressionné, tu vois, parce que tu le mets là, il sera impressionné par des trucs de lumière, de machin, mais il va pas se dire, c'est bon, tiens, tu vois, c'est bon. Voilà, c'est c'est plus un truc de découverte. Et si on lui raconte bien, c'est ludique, quoi. Mais non, il était pas du tout impressionné. D'ailleurs, parce que moi, je me suis quand même reposé. Enfin, c'est normal. Tu te dis, mais attends, qu'est-ce que je faisais moi à 5 ans et demi déjà je ne sais même plus où j'habitais. Et si on m'avait demandé de faire ça, j'en aurais été incapable. Mais j'en aurais même pas eu envie, en fait. Je pense pas. Quand je refaisais ta carrière, il y a un truc aussi dont on parle pas beaucoup, en tout cas pas assez, je pense, c'est que tu as doublé un Pixar. Ah oui, qui est un très bon Pixar, qui est souvent mis de côté. Il me semble que c'est le seul film d'animation que tu as doublé, si je me trompe. Non, j'en ai fait un autre aussi qui a été mis de côté, étonnamment. C'est comme si les films que je doublais ils étaient tous mis de côté. Qu'est-ce qu'il faut que je comprenne de ça? Je ne sais pas. C'est quoi l'autre? C'était mon cerveau, merde. Tu sais, oh putain, attends, excuse-moi. Attends. Migration. Ah, bien sûr, bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr. En fait, c'est super Migration. Ouais, super. Fait par des Français aussi d'ailleurs, réalisé par des Français. Mais en fait, mais tu sais, pour défendre, attention, parce que là, je sens que voilà, vous commencez à me pointer du doigt dans la pièce. Non, mais en fait, En Avant, il est sorti juste avant le confinement, 2 semaines avant. Et c'était encore cette époque géniale où tout le monde était confiné. Et nous, en France, on disait, mais qu'est-ce qu'ils sont cons, les mecs. On buvait des bières en se disant, mais tout va bien se passer, en fait. Non, mon pote. Et donc, le film est sorti. Un peu sacrifié, et 2 semaines après, évidemment, plus personne ne pouvait le voir. Donc, il y a eu ce moment-là, ouais. Je me suis dit, putain, c'est con, je suis content, j'avais fait un Pixar et paf, on se sauve. Mais les gens peuvent le voir. Il y a eu des choses plus graves que ça, tu m'iras. Mais, ouais. Et par rapport au doublage, justement, on a vu l'émergence depuis, on va dire, 20 ans de ce qu'on appelle les star talents. Donc, c'est des gens qui sont des noms qu'on va pouvoir mettre sur l'affiche en disant avec la voix de machin. Ce qui pouvait laisser penser que le doublage était un peu facile, accessible à tout le monde. Ah non. Je sais que toi, tu as un point de vue là-dessus, on est d'accord? Pas du tout. C'est vraiment un exercice complexe. Non, c'est un exercice très délicat. Alors déjà, je précise que sur les films que j'ai faits, il n'y avait pas écrit avec la voix de Pio Marmé, parce que je pense que ça dépend des studios aussi. Quand tu travailles avec Pixar ou DreamWorks, les mecs, ils estiment que ça n'intéresse personne de savoir qui va doubler. Ils vendent un film, et je pense que c'est ce que j'ai toujours voulu. Si un jour il y a écrit avec la voix de Pio Marmé, je me dirais problématique. Okay. Ça n'a pas encore le cas. Ensuite, ce qui était très singulier, c'est que pour ces 2 exercices, à chaque fois, comme j'étais le rôle principal, dirons-nous, je n'avais pas de référence, je n'avais pas de répondant en français. C'est-à-dire que j'étais le premier à faire ma voix, puisqu'on fait l'un après l'autre. Donc, la seule référence que j'avais, il me semble, malheureusement, j'ai plus les références, mais c'était des acteurs américains. Donc toi, t'avais Chris Pratt. Merci de me le rappeler, Chris Pratt et une autre personne dont malheureusement j'ai aussi oublié le prénom, qui devait être très sympa mais je l'ai jamais vu. Pour En Avant? Chris Pratt c'était En Avant et l'autre c'était Migration, je sais plus. Donc j'avais des références de langue mais qui ne sont, tu sais, les labiales de la langue anglaise n'ont absolument rien à voir avec la langue française. Quand tu demandes à un anglais de limiter le français, il fait non mais c'est vrai parce que ça sonne comme ça. Donc c'est pas du tout gouléant, tu vois, ou je sais pas quoi. Comme peut être l'anglais quoi. Donc, en fait, j'ai essayé de créer un personnage sans avoir vraiment de référence et en essayant de coller à leur rythmique, quoi. Ce qui m'a demandé, et ça, c'est vrai, mais un travail, parce qu'à chaque fois, c'est pas des mecs, c'est des types. Là, j'ai joué un elfe qui allait rechercher une bague sacrée avec son père décédé, avec des rapides, des machins. Et t'es assis avec une barre, tu vois ce que je veux dire. Donc, t'es en train, faut quand même que tu fasses tu joues ce qui se passe. Donc, en 5 jours, tu traverses. Et en plus avec des trucs d'émotion parce aujourd'hui si tu veux il faut quand même que c'est des films quoi, la narration elle est complexe. À chaque fois que j'ai fait ça, chaque fois c'était une grosse semaine. Et ça m'a vidé parce que je pense qu'il y a des gens qui ont une technique qui arrivent à te faire, tu vois, qui arrivent à être dans un truc de retenue et d'économie. Moi je ne suis pas quelqu'un qui bosse à l'économie. Je ne sais pas le faire. Peut-être que c'est bien ça marche dans certains cas, mais moi je n'arrive pas à le faire. Donc dès que je jouais le truc, j'étais tu vois, c'était incarné quoi. C'était vivant. Je pense que j'espère que ça sent les films. D'ailleurs, personne ne les a vus, mais bon, j'espère quand même que ça se sent quoi. Mais ouais, tu l'as dit, c'est très court aussi comme période. Tu dois faire un film 5 entier jours, en 5 jours. Sachant qu'en plus, en général, la première,
journée est inutilisable. Parce qu'en fait, comme tu trouves un peu un truc de voix de personnage sur le 2e, 3e et 4e jour, en général, tu repasses sur la première journée, le dernier jour. Ouais, voilà. Et après, bon, enfin, c'est des exercices que j'adore faire, mais en fait, les 2 fois que je l'ai fait parce que c'était des films qui m'intéressaient, parce que c'était des studios. Quand je parle de studio, tu vois DreamWorks et Pixar. C'est des films que je vois depuis que je suis enfant et que je vais voir au cinéma. Donc je me dis déjà, je suis extrêmement flatté, tu vois, et touché qu'on me propose de le faire. Et donc je me dis ouais, évidemment, j'ai envie de le faire. Mais je sais que ça va me demander une somme de travail assez astronomique pour que ce soit bien. Ouais, voilà. Je comprends. On parlait du Covid et du confinement. Toi, t'as passé ton confinement à faire un objet à part. Oui. Je tiens à dire quand même, faut le rappeler, hein, que la première diffusion de Ultime Vengeance 2, c'était sur Conbini. Oui, c'est vrai. Et Bah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Pendant le confinement, déjà, on avait fait une première vidéo. Ouais. Où j'ai été dans un bunker. Écoute, on est toujours dans le bunker. On s'était vraiment bien marré parce que je pense qu'on se faisait tous tellement yesh. mais d'une manière assez pharaonique, que je me suis dit, là, je m'étais bien marré et on s'est dit, tiens, il faut peut-être préciser aux gens qui l'ont pas vu, parce qu'il y a énormément de gens qui l'ont pas vu sur la Terre. Parce que je pense qu'il doit y avoir 20 000 clics, hein. Enfin, on va se dire, c'est un échec total, mais c'est pas grave, et ça ne m'empêchera pas d'en faire d'autres. Ça s'appelle Ultime Vengeance 2, les origines. Retrouvez Chris Penanzi et accompagnez-le aux origines même de sa vengeance dans Ultime Vengeance 2, les origines. C'est toujours évidemment disponible sur la plateforme, comment ça s'appelle déjà, YouTube. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand tout le monde, tu sais, quand t'as vu les émissions, enfin, quand t'as écouté les mecs à la télé qui disent, bon, bah, c'est la fin du monde, tu vois, non-stop, tu dis, putain, il y a les gens qui meurent, on trouve pas la solution, les gens qui fabriquent leur pain, leur gyoza, leur machin. Tu dis, bon, bah, c'est bon, j'en peux plus de faire des biches de pain, j'en peux plus, quoi. Et on mettait des films à gogo, des films d'action, et j'ai une passion pour les films d'action des années 90 en version française. Ouais. Et puis voilà, en fait, on a vu ce truc, on l'avait dû un peu picoler, je pense, avec mon camarade Renaud. Et on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ferait pas ça dans le jardin? Donc on l'a fait avec mon père et les gens qui étaient confinés avec nous. Et ça nous a pris un mois et demi, tu vois. Ouais. De l'écriture jusqu'au montage. Alors l'écriture, c'était plus, je dirais une vingtaine de minutes. Voilà, il y a eu 20 minutes d'écriture. Après, on a beaucoup, on avait une tireuse, hein, donc on buvait, hein, c'était l'occasion aussi d'échanger sur le cinéma. Et puis on a écrit ça de manière assez fulgurante et ensuite on l'a tourné. Et bon, après c'était un peu le chaos, je me suis coupé pendant les trucs, enfin c'était chaotique, quoi. Je veux dire, vraiment tu en démarrais des mini motos dans la baraque, enfin c'était vraiment quand même, c'était un truc un peu chaotique, mais ça nous a beaucoup occupé. Et j'ai eu la possibilité aussi de jouer avec des gens de ma famille, donc c'est toujours délicieux, drôle, et puis c'était excessif, quoi. Ouais. Tu vois, c'était un truc d'action et des fausses mitrailleuses, enfin je sais pas, c'était excessif. Moi j'adorais faire ça. Mais ça demandait du travail. Mais derrière la blague de Ultime Vengeance 2, les origines, en vrai, est-ce qu'il n'y a pas au fond de toi une envie d'écrire et voire de réaliser? Oui, totalement. C'est ce que j'ai un peu en tête en ce moment. Enfin, en tout cas, ça me trotte un peu. Ça me travaille. Mais en tout cas, je suis quelqu'un qui consomme beaucoup de films d'horreur. D'accord. Ouais, beaucoup de films d'horreur. Des films, en tout cas, tout type. Hein, tu vois, ça va de Midsommar, des slashers, à plein de cinéma malaisant, horrifique. Je suis juste curieux en fait du travail de metteur en scène, parce que pour moi vraiment l'exercice du film d'horreur c'est beaucoup un travail de mise en scène, de rythme, de narration. Donc c'est toujours des trucs qui me fascinent en tout cas, de voir comment les gens arrivent à rendre ça terrifiant. C'est-à-dire que tu vois, tu te dis qu'est-ce qui fait que de 4 individus dans une pièce, dans une maison, ça peut être quelque chose de tout à fait normé, tout à fait pénible même des fois, et ça peut être quelque chose d'extrêmement angoissant. Et c'est beaucoup un travail de mise en scène. Et comme je suis abreuvé de films d'horreur depuis que je suis enfant, enfin non pas que mes parents me clouaient dans les trucs en me forçant à mater les films d'horreur, au contraire. Mais moi j'ai toujours trouvé ça faisait partie d'un truc d'interdit. Ouais, bien sûr. Donc j'avais une grosse consommation de films d'horreur que j'ai toujours. Donc ouais, je pense à ça. Je suis en train d'écrire, non pas que dans ma tête là. Parce qu'en général, j'écris beaucoup dans ma tête. C'est pas beaucoup de choses, hein. Mais là, c'est ce que je suis en train de faire en vrai. Très bien. Par rapport, tu disais, t'es fan de cinéma d'horreur. Si je te demande rapidement ton top 5 films d'horreur. Bon, je commencerai par un classique, Massacre à la tronçonneuse, Hopper, ça c'est sûr. Après, je peux aussi parler par des branches de cinéastes. Tout ce que tu veux. Je pense à Midsommar, tu vois, à Hérédité. Ouais. J'ai envie de parler aussi des films de zombies. En tout cas, Romero, c'est quand même un cinéaste qui m'a beaucoup impacté. Le premier ou le deuxième? Non, celui qui se passe, pardon, le jour des morts vivants, je crois que c'est celui qui est dans le centre commercial, ouais. C'est le deuxième, ouais. Ouais, c'est le deuxième. Tout ce qui, en fait, aussi, il y a un gros moment, mais qui est aussi lié à ma passion des VHS, et à cette époque, qui était l'ordre de l'interdit,
Je dirais toute la saga des Freddy, en tout cas, parce que les années 80 étaient encore une époque, 80-90, où il y avait encore des grandes figures. Tu vois, je pense à Terrifier aujourd'hui. Ce film, tu sais, c'est un clown qui arrive en fait, qui est un personnage totalement amoral et qui est juste là pour torturer les gens et les tuer en gros. Et en fait, c'est pas un film qui me passionne particulièrement, mais je dois reconnaître que les scènes de découpe et de violence sont particulièrement bien réalisées et surtout elles sont faites à l'ancienne avec des trucs en latex. Ça, je trouve ça assez cool. Mais en fait, ça me rappelle cette époque des années 80 où il y avait encore des figures, je pense à Jason, je pense à, tu vois, à Vendredi 13, je pense à Freddy, où il y avait des grands cinéastes aussi, même par exemple, tu vois, même à Scream un peu plus tard, tu vois, où il y a quand même des mecs, c'est Wes Craven, il y a enfin, je sais pas, il y a quand même des. Et ça me fait penser à cette époque-là où moi j'aimais bien en fait d'avoir ces figures qui en fait ils sont pas obligés de se justifier. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans beaucoup de cinéma, il y a toujours, particulièrement dans le truc d'horreur, il y a parfois des gens qui se justifient. Mais oui, mais faut comprendre aussi le parcours de ce mec qui va faire qu'il a envie de crever les gens dans la rue. En fait, à un moment, j'aime bien aussi me dire, il y a aussi des figures qui sont purement maléfiques, amorales à souhait. Et je trouve ça cool à voir à l'écran, tu vois. Enfin, je sais pas, cool à voir, ouais. C'est un truc de catharsis, tu vois, je sais pas quoi, mais. Bon après, tous les Freddy sont pas bien pour autant. Non, mais les Freddy sont assez catastrophiques. Enfin, en tout cas, tu sais, c'est vraiment ce que je les ai revus récemment. Le 3, j'en mets. Alors le 3, rappelle-moi lequel c'est, parce que moi je me rappelle très bien. Oui, bien sûr. Mais après ça part dans les trucs comme si tu veux, c'était des sagas qui s'adaptaient un peu à l'époque. Il y a un moment, si tu veux, quand tu pars dans les jeux vidéo, les années 90, qui étaient déjà claqués 6 mois après, ça se perd un peu. Mais bon, sur le final, je crois qu'il y en a 8 ou 9, hein. Ouais. Mais bon voilà, en gros, je suis un peu perdu, mais j'aime bien ce genre de saga aussi. Mais là, vraiment, le dernier film d'horreur que j'ai vu qui m'a vraiment, je pense que Hérédité quand même, ça m'a. Ouais, c'est quand même quelque chose qui m'a tapé dans l'œil, quoi. Très bien. Ou It Follows, peut-être. Voyez-le, c'est sorti il y a assez longtemps, mais c'est quand même assez efficace. Le pitch est très simple, hein, c'est des gens qui se font suivre par des gens qui marchent. Voilà, allez, pof, fais-moi un film avec ça. Démerde-toi, mon pote. Voilà. Non, mais c'est cool que tu parles de ça, parce que c'est vrai que le cinéma français, il est un peu frileux. Encore aujourd'hui, on en a de plus en plus, c'est de plus en plus assumé, on donne enfin des moyens à des cinéastes de s'exprimer là-dessus. C'est encore un peu frileux, quoi. Peut-être que c'est frileux, oui, je pense, mais parce que c'est pas encore, tu sais, quand je parle des mousquetaires, parfois, je me dis, mais tu sais, avant qu'on, enfin, c'est pas avant, mais ça faisait combien d'années qu'on n'avait pas fait de film d'époque, tu vois, du KPDP. Je dis pas qu'on a relancé un truc, c'est pas ça. Mais au fond, ça a aussi donné confiance. Si quelqu'un s'en empare, je veux dire. Ouais, bien sûr. Et arrive à créer quelque chose de spectaculaire, pas que, mais enfin, dans ce cadre-là, il fallait que ce soit spectaculaire aussi. Mais peut-être qu'aussi dans le cinéma de genre, enfin, tu vois, j'ai vu Vermine, c'est aussi un film français qui est particulièrement réussi. Je pense que c'est aussi une question de confiance et d'habitude. Et juste de retrouver, et peut-être aussi de redonner aussi envie au public, c'est très simple. Hein. Après, je me rends pas compte de la fréquentation des films comme Midsommar, par exemple, quand ça sort. Je me rends pas compte du nombre de personnes qui vont voir ce type de film. Bah, il y a un vrai appétit pour le cinéma d'horreur. Je pense qu'il y a une appétence, ouais. Mais tu vois, par exemple, Terrifier, qui est quand même, il faut se le. Le Terrifier 3 a été interdit au moins de 18 ans. Ouais, c'est génial, je veux dire, en termes de coût par marketing, mais je veux dire, la seule chose qu'il leur fallait, c'est ce qui leur manquait, c'est ça. Effectivement, tu vois le 3, je peux saisir. Même le 1 et le 2, quand même, tu te dis, mais je sais pas quel mec à la censure s'est pas dit, quand même qu'il la tronçonne en deux, je veux dire, non, c'est pas, bon, bref. Je pense à une scène terrible que j'ai vue dans ce film et qui me hantera jusqu'à la fin de mes jours. Mais oui, mais je pense que moi, en tout cas, c'est un cinéma qui m'intrigue, que j'ai envie de faire. On ressassait un peu toute ta carrière là, tu parlais en blaguant des films Covid. Vous faites pas trop chier derrière ça, n'hésitez pas à le dire. Hein. Si jamais vous ennuyez, vous me dites, on arrête, ou muscle un peu le débat. Non, j'avais juste une question par rapport à ça, c'est une question que je pose régulièrement, mais là, est-ce qu'il y a, quand on t'interviewe, on doit souvent parler des mêmes rôles, on doit souvent parler des mêmes films, est-ce qu'il y a un rôle dans ta carrière dont tu trouves on ne te parle pas assez? Non, je pense pas. Peut-être dans Mais vous êtes fou, le film que j'avais fait d'Audrey Diwan, le premier. Mais non, parce que au fond, les films dont on parle que j'ai fait, qui reviennent, sont les films qui m'ont forcément marqué moi aussi en tant qu'acteur, parce que je sais pas, j'ai dû prendre plus de plaisir à les faire que certains autres. Hein. C'est vrai, c'est comme ça. En fait, j'ai pas vraiment d'objectivité sur ce que j'ai fabriqué dans ma carrière. Ouais. Je regarde assez rarement derrière. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. C'est vrai, je regarde jamais. Je regarde des films une fois que j'ai fait, mais pas plus, parce que j'estime que ça appartient à un truc qui a été fait. Et non, j'ai jamais revu une deuxième fois de tes films. Jamais. Si j'ai vu, j'ai dit que je l'ai vu 2 fois. Ouais, parce que il est court déjà. C'est plutôt pratique. Et puis parce que c'est un film qui m'a particulièrement
atteint, je dirais, dans le process, dans la fabrication, dans la rencontre que j'ai pu avoir avec Raphaël Quenard, avec Blanche Gardin aussi, avec Dupieux, dans le process et tout, je sais pas. Et puis il y a eu des moments, comme on l'a fait de manière tellement courte, il y a eu des moments un peu de bravoure, quoi, parce qu'on n'avait pas le temps de tourner. Donc il fallait tout de suite envoyer. Et oui, du coup, je l'ai revu avec des amis. Ouais, et j'ai trouvé ça pas mal. Donc ça plutôt pas mal, ouais. L'attachement, c'est un film qui a été présenté en compétition officielle à la Mostra de Venise. Oui. C'est pas la première fois que tu as des films en compétition officielle. Hein, à Venise, je sais pas. J'y suis jamais. L'événement, oui, on l'avait gagné le Grand Prix. T'as eu le film de Corsini qui était présenté à Cannes. Oui. Est-ce que les festivals, ça aide les films, selon toi? Ou est-ce que c'est juste un truc un peu de on présente à la presse la première fois, un truc un peu glamour? Oui, je pense que ça aide les films. Je pense évidemment un film au Festival de Cannes, il est évident que ça aide la carrière d'un film. En tout cas, ça peut être bon comme mauvais. Hein. C'est-à-dire que si tu te fais si tu te fais un peu détruire, bon, c'est plus délicat. Moi, j'ai eu la chance que mes films ne se fassent pas annihilés, si tu veux, en projection. Mais oui, en tout cas, ça crée, si tu veux, déjà un espèce de tumulte. Venise aussi, je pense. Il y a Berlin, Toronto, c'est des festivals qui sont très importants. Mais au-delà de ça, je pense que c'est surtout l'occasion enfin, là, c'est un peu con ce que je dis, mais quand j'y vais, quand j'ai la possibilité, que j'ai le temps, c'est aussi l'occasion d'aller voir d'autres films en fait, d'être dans un espèce de mouvement général avec des gens qui fabriquent la même chose que toi. Et que tu t'as pas l'occasion de rencontrer tout le temps. Effectivement, il y a un côté un peu festif à des moments, mais au fond, ce qu'on raconte, c'est quand même quelque chose du collectif, de la rencontre, de la grande messe. Et des fois, enfin, moi, j'ai eu des histoires, enfin, comme tout le monde, tu vois, c'est toujours été, c'est tumultueux, quoi. Cannes le festival, ça n'est jamais simple, tu vois. C'est toujours, voilà, c'est vivant, quoi. Tu vois, c'est vivant, quoi. Belle formulation. Ouais, voilà, je pense que c'est le sens. Puis on va Cannes le festival, c'est vivant, quoi. Mais c'est ce que je pense, ouais, c'est quelque chose. Enfin, c'est quelque chose. Mais oui, je pense que ça aide quand même. Je pense que ça aide quand même fortement les films. Mais moi, je me rappelle, j'ai eu une fois un film en sélection officielle, c'était La Fracture. Ouais. Et ouais, quand Catherine m'avait appelé, elle m'avait dit, ah, on y va, elle était hystérique et tout. Et moi, j'étais, ah, mais attends, mais quoi? Et du coup, j'ai eu l'espèce de, pour l'ego trip, c'est super, tu vois. Et puis, et après, ça se passe pas toujours comme prévu, mais, c'est pas grave. En parlant de Cannes, je suis désolé. En fait, j'ai jamais osé poser la question. Dis-moi. Je me permets de te la poser à toi. Il y a un truc qui fait beaucoup rire Internet et les cinéphiles. Cannes, c'est tout un protocole. Tu montes les marches. Ouais. On attend. Vous rentrez dans la salle, vous asseyez, la caméra vous filme, vous asseyez, standing ovation, on s'assoit, le film se lance. Standing ovation. Et là, ensuite, la caméra revient et vous filme, vous, de très près. Genre de très très près. Ouais. Pendant le standing ovation. Est-ce que tu te souviens de cette phase-là? Pour moi, la période de Cannes est toujours un peu floue, hein, d'une manière générale, parce que émotionnellement, je m'investis. Non, je plaisante, mais oui, je m'en rappelle à peu près, parce que je vais pas te mentir, quand la musique démarre, la montée des marches, t'as beau être le mec le plus sauvage du monde et dur, pas dur, mais un peu sauvage, et dire j'ai un peu tout vécu dans ma vie. Émotionnellement, quand même, c'est quelque chose qui touche énormément. Ça démarre, tu montes, je veux dire, il faudrait vraiment être un espèce de monstre pour ne pas être sensible à ce qui se passe. Mais une fois que le film se termine. En fait, moi, j'avais découvert le film pendant Cannes. Et en fait, je sentais que les gens aimaient le film. Donc, je me suis dit, putain, les gens se marrent et tout. Les gens se marraient. Et je sentais qu'il y avait un truc vraiment, ouais, c'était vibrant, quoi. Et ça s'est fini. J'étais extrêmement ému parce que, en plus, j'ai découvert le film en même temps. Donc, je t'avouerai que j'étais traversé, en fait, j'étais plus ému quand j'ai présenté En Liberté, où on n'était pas filmé parce que c'était une sélection où les gens avaient peut-être un plus petit caméscope que sur l'officiel, où là j'étais vraiment ému, j'étais ému, quoi. Je pleurais un peu parce que j'étais avec Pierre, c'était un truc, comment est-ce que je pourrais dire, l'émotion était trop grande pour moi. Et sur la fracture, en fait, j'étais complètement halluciné, quoi. Quand t'as 1400 personnes qui te font une standing ovation pendant un quart d'heure, je dis, mais j'ai halluciné, quoi. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe dans mon petit cerveau de mec de 35 ans? Je dis, oh! Enfin, j'étais dépassé, j'étais débordé de trucs. Mais en plus, Catherine, elle était là, ouais, là, elle avait un truc un peu, je me rappelle de son discours un peu militant et tout, elle poussait les gens étaient là, ouais, avec vous. Mais c'était parce que le film est très politique aussi. Ouais, bien sûr. Il y avait un élan, tu vois. Et moi, j'étais un peu dépassé, mais je me rappelle plus qu'il y avait un mec à cette distance de moi. Si j'avais vu, je l'aurais dit, mais recule! Mais c'est vrai. Mais c'est hilarant. C'est hilarant, le gars, il vous filme de très très près, quoi.
Mais est-ce qu'il n'avait pas plutôt une sorte de... Ah, je sais pas, de mais il y a des binocle vidéos où non, tu je sens sais que- pas. Mais T'as des vidéos d'Adam Driver qui est mal à l'aise de fou, t'as des vidéos où Brad Pitt il est là genre arrêtez s'il vous Puis plaît. peut-être qu'Adam et Brad, parce que je les appelle comme ça, ils ont Oui. peut-être plus l'habitude que moi. Moi, je suis quand même quelqu'un assez émotif et je me laisse un peu souvent déborder par ce qui m'arrive. Très bien. On a interviewé Omar Sy la semaine dernière dans cette même interview là, qui nous a demandé qu'on lui pose une question à la fin. Et donc depuis c'est devenu une tradition, je l'ai posée hier à Jamel, je te la pose là aujourd'hui. Parce que selon lui, ta réponse définit un peu qui tu es. Putain la vache. C'est quoi ta pizza? Celle sur laquelle tu vas. Alors déjà, avant de je vais te la répondre direct. Moi, c'est pepperoni. Ok. Voilà, c'est clair. C'est une pizza qui est fabriquée à New York. Pepperoni. Donc du coup, je vais pas. Et pourtant, je suis à moitié italien. Pour moi, c'est très clair. C'est la pepperoni. Mais c'est pas la pepperoni avec des accessoires de merde, je sais pas quoi, claqué avec un peu d'origan. C'est un dôme de mozzarella. Pour moi, il y a 4 fois plus de mozzarella que de pâte. Ne me parlez pas de finesse là, ok? On est entre nous. Ok. Mods, pepperoni, et il faut que ça fasse ce bruit-là quand tu la regardes, tu vois. Ça, c'est très important. Ok. Je suis assez curieux de savoir qu'est-ce qu'ils ont répondu, Omar et... Alors Omar, Jamel. il a dit quoi? Il a dit bolognaise. Attends. Il a dit pâte fine, Avec des sauce pâtes bolognaise. Ah. Non, juste la sauce bolognaise D'accord. et fromage. Et il explique que parce que quand il était petit, la pizza en bas de chez lui, c'était la Campione, D'accord. le champion. Et Jamel, il nous a dit quoi? Il nous a dit margarita avec des merguez. C'est-à-dire margarita mais petit peps. Ouais, twisté. Et il a pas tort. J'ai moins de faire la pub pour Pizza Hut, mais quand j'étais enfant, je prenais la l'orientale, si je peux me permettre. Je le dis comme ça. J'ai l'orientale sans poivron, tout ce que je dis vrai. Tu enlèves les poivrons et donc il te reste les merguez. Mais je te jure un truc. Si un mec qui vient ici ou une meuf qui vient ici et qui dit, moi c'est une pizza soit de la mer, soit ananas, pour moi tout de suite tu te lèves et là c'est pas possible. Une pizza avec des ananas ou des pizzas des fruits de mer, mais sainte mère de Dieu, mais foutez-moi ça dans le feu. Non, ça c'est interdit. Est-ce qu'on finirait pas là-dessus? C'est quelque chose un peu à la fois violent mais en même temps qui donne faim quoi. Merci beaucoup Pio. Allez gâteau. Merci beaucoup. Mini